du bilan de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'il faut, en tout cas, un juif, qu'est-ce qu'il doit savoir d'essentiel? Il y a des milliers de détails sur la Shoah. Alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'un juif n'a pas le droit d'ignorer. Ce qu'un juif n'a pas le droit d'ignorer, c'est les dates du processus de la Shoah. La date du processus de la Shoah, c'est à partir de la guerre elle-même, donc 1939. Vous vous rappelez, la Deuxième Guerre mondiale commence quelle date exactement? 2 septembre. Oui, la France, exactement. 2 septembre, au moment où la France et l'Angleterre, finalement, déclarent la guerre à l'Allemagne. Et c'est en même temps le moment de l'invasion de la Pologne. Ça prend 15 jours, 3 semaines, 15 jours jusqu'à Varsovie, mais 3 semaines jusqu'à la Pologne soit envahie. Et dès ce moment-là, il y a la première politique anti-juive qui est appliquée sur les juifs polonais. Et ça commence par une politique de ghettoisation. Truc qu'on retrouvera plus tard en Europe de l'Est. Pas en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est. La première chose qu'on fait, c'est les mettre dans les ghettos. On ne sait pas encore exactement la vérité, ce qu'on va en faire. Les historiens sont encore en train de discuter aujourd'hui ici. À ce moment-là déjà, ils avaient le projet de la destruction définitive du judaïsme européen. Sans doute que pas. C'est-à-dire qu'ils avaient bien sûr dans l'idée, d'abord depuis Mein Kampf, depuis les discours de Hitler juste avant la guerre. Enfin, au niveau pratique, personne ne pensait réellement encore détruire de manière définitive le peuple juif complètement. Mais on s'est dit pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut en faire? On les met dans des ghettos. Il y avait toutes sortes d'idées, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait toutes sortes d'idées de les mettre dans une sorte de réserve pour qu'ils ne dérangent pas, pour qu'au moins l'Europe soit débarrassée d'eux. Alors on avait pensé à Madagascar, on avait pensé à un certain truc. Et puis finalement, la guerre devient mondiale, on ne peut plus les envoyer trop loin. Alors il y a la dernière idée qu'il y avait, c'est la réserve de Lublin. Lublin, c'est une ville en Pologne, il y avait plein de juifs. La réserve de Lublin, c'est de mettre tous les juifs là-bas. Ça aussi, ça a été abandonné, c'était impossible, c'est trop compliqué, etc. Alors finalement, on arrive à la politique de ghettoisation en attendant de prendre des décisions définitives. Vous savez, c'est une sorte de truc temporaire. Les juifs qui sont dans des grandes régions, ben on les rassemble à chaque fois dans des grandes villes qu'on entoure de la barrière, et on permet à certains juifs de sortir, mais il faut des autorisations, etc. Vous savez, est-ce que les juifs voient dans la ghettoisation quelque chose de sympathique ou quelque chose de douloureux? Bon, ils acceptent ça avec plaisir. La malle ou avec je pense que ça va. Ils sont pas très contents, mais Pour les religieux, oui. Ils prennent ça comme un moindre mal. Ils ont un souvenir très très douloureux de ce qui se passe, le premier contact avec l'armée allemande, c'est-à-dire les humiliations publiques, le fait que c'est très compliqué de sortir dans la rue sans se faire insulter, sans se faire battre, etc. Et donc quand on leur dit, vous savez quoi, vous allez rester entre juifs, avec une sorte de grande ville juive dans chaque grande ville non juive, avec un quartier délimité, etc. Mais les goïms ne rentreront pas là-bas. Évidemment, pour eux, ça a été pris comme un soulagement. C'est pour ça aussi que ça s'est fait de manière très, très rapide, parce que les juifs ont dit, bah, finalement, ils vont mieux ça qu'autre chose. D'autant plus qu'on leur a dit, ce qui va être vrai, que c'est eux qui vont s'autogérer. C'est-à-dire, dans chaque ghetto, ils ont, comme vous le savez, mis sur place des juifs qui étaient censés s'occuper des autres juifs. Et évidemment, pour un juif, c'est toujours plus sympa de savoir que c'est des juifs qui vont s'occuper d'eux. Alors évidemment, ils auraient préféré continuer à vivre librement, mais ça très bien que ce n'est pas possible. Entre les possibilités, c'est la ghettoisation avec ce qu'on va appeler les Judenrat. C'est quoi les Judenrat? Conseil juif. Oui, les conseils juifs. Judenrat, ouais. Ça va être évidemment pour eux considéré comme une sorte de soulagement. Les Judenrat, il y en a eu plusieurs styles, plusieurs sortes. Il y a au début, en tout cas, dans la 4/5e des cas, c'était les gens qui faisaient ça avec beaucoup de messirut nefesh en se disant on va vers des moments qui vont être difficiles, il vaut mieux que nous, on s'en occupe plutôt que quelqu'un d'autre. Et alors ils se sont dévoués pour ça, et puis ils ont dit on va créer des trucs pour pouvoir aider au niveau social, au niveau médical, au niveau éducation, au niveau même théâtral, etc. Et c'est des gens qui ont fait ça avec beaucoup d'amour pour leurs frères. Alors en général, il y avait toujours le Rav Nakila, puis il y avait des gens qui étaient un petit peu riches, en tout cas bien placés ou connus, etc. C'était des Judenrat. Et puis évidemment, ce que ils ne savent pas, c'est qu'au fur et à mesure, les exigences nazies vont être de plus en plus précises, de plus en plus difficiles. Et au moment où ils vont décider de la solution finale, à la date qu'on va tout de suite dire que alors à ce moment-là, ils vont être obligés
d'envoyer des convois régulièrement. Alors là, évidemment, c'est là que les Unionrats vont se poser des graves questions. Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire leur jeu? Est-ce qu'on n'est pas en train... est-ce que ça ne devient pas finalement plus facile pour les nazis de se servir de nous? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'inconvénients que d'intérêts? Parce que ce soit nous. Après tout, si c'est les nazis qui doivent faire le sale boulot, ça prendra le temps que ça prendra. Si c'est nous, ça va aller plus rapidement. Peut-être qu'on ne devrait pas. Et alors à ce moment-là, il y a eu des Unionrats qui ont dit, ben non, jusque-là d'accord, mais plus tard, plus on ne fera pas. Et alors ils ont décidé de refuser. Alors évidemment, ceux qui refusaient, qu'est-ce qui se passait avec eux? On les tuait. Une fois qu'on les tuait, on mettait d'autres à la place, jusqu'à ce qu'on trouvait des gens qui étaient prêts à collaborer réellement. Et alors, en voyant ça, les autres se disaient, après tout, c'est une stupidité de dire non, on va simplement se faire tuer, et à quoi ça sert? Ils vont mettre d'autres gens qui seront moins compréhensifs que nous, qui seront peut-être plus sadiques, même plus, moins sympathiques. Et donc, il y en a qui ont continué jusqu'à ce que leur conscience était telle que ça ne pouvait plus aller. Alors, il y en a qui sont suicidés, il y en a qui sont laissés entraîner les premiers en déportation. Il y a toutes sortes il y a eu toutes sortes de cas de figure, et puis il y a eu aussi, il faut bien dire, des salauds. Et il y a des gens qui se sont dit, finalement, c'est la seule peut-être occasion que je pourrais avoir de sauver ma peau, je vais collaborer un maximum, et même de la manière la plus cruelle possible. Et il y a eu comme ça des cas, ce n'était pas la majorité, mais il y a eu des cas comme ça également. Ça, c'est donc la première chose qu'on a fait en Europe de l'Est. En Europe de l'Ouest, lorsque les choses vont s'aggraver, c'est-à-dire que lorsque la France, la Belgique, etc., alors là, on va être envahi. Et ça se passera en quelle année? En 40. Ouais. Lorsque la France va être envahie, alors la question va se poser chez les nazis, qu'est-ce qu'on va faire des juifs occidentaux? Et là, le problème n'est pas le même. Pourquoi le problème n'est pas le même? Pourquoi on ne peut pas s'occuper des juifs occidentaux, commencer à occuper les juifs orientaux? Pourquoi on ne peut pas faire de ghettoisation là-bas? C'est pas ça. Tout simplement, techniquement, on ne sait pas qui est juif. Vous comprenez la grande différence? La grande différence, c'est que en France, en Hollande, en Belgique, c'est pas écrit sur ta tête que tu es juif, c'est pas écrit sur ton papier d'identité. Là-bas, tout le monde sait. Les juifs polonais, tout le monde sait qui est juif, qui n'est pas juif. Si tu n'es pas sûr, tu as qu'à demander au voisin, il va te dire tout de suite. C'est que les gens là-bas, ils savent, et donc c'est très facile de rassembler tous les juifs. Si on dit tous les juifs viennent au milieu, tous les juifs viennent au milieu, et puis après on les amène dans un ghetto. Là, c'était beaucoup plus compliqué. C'est la raison pour laquelle ça va être plus lent, le processus va être plus lent. En Europe occidentale, il va falloir d'abord faire un premier stade, duquel on n'avait pas besoin ici, c'est le recensement. Le recensement. C'est-à-dire, chaque juif est obligé tout d'un coup d'aller à la préfecture de police, si on parle de la France par exemple, et de dire voilà, je déclare que je suis juif. Alors, la plupart des juifs vont le faire ou pas? Bien sûr, ils vont le faire. Mon grand-père, par exemple, il habitait à Paris, il est allé tranquille. Vous avez ici le panneau de recensement qu'on a affiché sur les villes, c'était Marseille. D'accord, donc c'est plus tard. Arrêté relatif au recensement des juifs. Oui, il y a écrit nous, préfet des Bouches-du-Rhône, administrateur général de la ville de Marseille, officier de la Légion d'honneur en plus. Arrêtons, article 1er, toute personne juive au regard de la loi du 2 juin 1941 portant sur cette juive, donc c'est 41 parce qu'à Marseille, c'était évidemment plus tard, doit en faire la déclaration sur un imprimé spécial, l'hôtel de ville, le service de police administratif, avant le 31 juillet 41, etc. La déclaration ne sera réputée accomplie que lorsque l'imprimé réglementaire aura été dûment rempli, c'est ça l'imprimé, donc il va faire une déclaration. Et puis tu établis ça au préfet de police, et comme ça tout le monde savait qui était juif, c'était la première étape, avis de juif, etc. Bon. Pourquoi mon grand-père y est allé comme la plupart des juifs de France? Pourquoi ils sont allés? la France, et que... D'abord ils avaient confiance en la France, à chaque fois c'était ceux qui faisaient le sale boulot, c'était en fait des officiers de police ou des personnalités politiques des Français. C'était donc le fameux État de Vichy, l'État français avec Pétain, etc. Donc on se disait, ça ne peut pas être dramatique. Et puis surtout, en tout cas, la raison pour laquelle ils sont allés, c'est qu'ils se sont dit, si jamais je ne vais pas, je me mets hors la loi. Et si je me mets hors la loi, il suffit que quelqu'un mal intentionné, il me dénonce, et alors à ce moment-là, va savoir ce qui va se passer. Là, pour l'instant, je suis tranquille avec la loi, ils ne peuvent rien me faire. Mais si je me mets hors la loi, ils ont tous les droits de me faire ce qu'ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle, comme ils avaient très peur malgré tout, qu'il y ait toujours un petit voisin antisémite dans le truc, il dit celui-là, il ne s'est pas fait recenser, c'est la raison pour laquelle la plupart des juifs sont allés. Il y en a qui ne sont pas allés. Ceux qui ont parlé, il y avait deux catégories, ceux qui ont réussi à s'en sortir, et la majorité, malheureusement, qui n'ont pas réussi, parce qu'en effet, il y avait à ce moment-là des dénonciations. Il faut savoir que le bonhomme qui dénonçait, eh bien, il recevait en ces temps troublés de guerre où ce n'était pas facile pour tout le monde et qu'il fallait avoir des tickets de rationnement et qu'il n'y avait pas à manger pour tout le monde,
le fait d'être un dénonciateur, ça te permettait d'avoir plus de tickets et donc de pouvoir t'en sortir rapidement. Et vous savez, à la guerre, comme ils disent, il faut s'en sortir comme on peut. Là, si c'est passé par la dénonciation, on va dénoncer. Le bouquin le plus dur que j'ai lu sur la Shoah, et j'en ai lu des bouquins sur la Shoah le plus dur, même s'il n'y a aucune description de Samori, c'est un bouquin qui s'appelle La délation sur l'occupation, que je vous conseille, il se vend encore dans le commerce. C'est uniquement des lettres qui ont été retrouvées après-guerre, donc des lettres de dénonciation. Et tu vois le français moyen, quoi, qui dénonce son voisin, qui dénonce le type d'en face. Des fois, tu n'es même pas sûr que c'est vraiment les juifs qui ont été dénoncés. Des fois, ils ont profité pour dire celui-là, comment se fait-il que le juif machin n'a pas encore été arrêté, alors qu'en fait, il avait un petit nom qui n'était pas très français, mais n'était pas obligatoirement juif. Mais en tout cas, c'était un type qui lui faisait de l'ombre parce que c'était son concurrent à l'épicerie ou je sais pas quoi. Et donc, on réglait les petits problèmes comme ça. Après, ils pouvaient toujours dire après la guerre qu'ils ne savaient pas exactement quelle était la conséquence de tout ça. Mais enfin, ils savaient très bien que les types, quand ils étaient arrêtés sur la base de leur dénonciation, ce n'était pas pour leur offrir un voyage aux Seychelles, évidemment. Donc, peut-être qu'ils ne savaient pas, sans doute qu'ils ne savaient pas jusqu'où ça allait les amener, mais enfin, ils savaient quand même que c'était assez dégueulasse comme histoire. Et ça, c'est donc les petits détails de la vie quotidienne qui a fait que les Juifs se sont dit, après tout, on ne peut pas avoir confiance, il vaut mieux aller se recenser, c'est ce qu'ils ont fait. Comme vous le savez, ils recevaient ensuite, deuxième étape, une carte d'identité avec écrit Juif. Vous en avez déjà vu des cartes comme ça? Bon, j'aurais déjà avec celle de ma mère, mais bon, j'ai oublié. Donc, au début, ils mettaient simplement un panneau rouge, comme ça, il y avait écrit Juif. Et puis après, ils sont aperçus qu'on pouvait, de manière un petit peu difficile, enfin, on pouvait effacer tout ça. Alors finalement, ils ont perforé par des petits trous. Ils ont écrit comme ça Juif avec des petits trous. Comme ça, c'était moins, on pouvait moins l'enlever. Et en effet, les gens étaient obligés de sortir avec ça. Donc ça, c'était en France, comme dans toute l'Europe de l'Est. Ça a pris du temps. Finalement, à quel moment le sort des deux communautés, les Juifs d'Europe de l'Est et les Juifs d'Europe de l'Ouest, se sont retrouvés au même stade? C'est à partir de 42. Alors, 42, ce qu'il faut retenir, ce que je disais tout à l'heure, la date qu'il faut absolument retenir, c'est évidemment janvier 42. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en janvier 42? La conférence de comment on appelle ça? Wannsee. Ok? W-A-N-S-E-E. Wannsee, c'est une banlieue de Berlin, un petit peu huppée comme ça. Et c'est là, à Wannsee, que se sont réunis les dignitaires nazis, sous la responsabilité de M. Friedrich, qui en a plus pour longtemps à vivre, mais il ne le sait pas encore. Il va être assassiné par un partisan tchèque. Lui, c'était le grand chef de la police. Il avait, au-dessus de lui, il avait Himmler. Donc l'organigramme, si vous voulez, des nazis, c'était donc il y avait Hitler, puis il y avait Himmler qui était le numéro 2, c'était le chef de tout ce qui est service de sécurité. Alors le chef de la police était Heinrich, et puis à l'intérieur, bon, il était également chef de la Gestapo. À l'intérieur, vous aviez plusieurs sections dans la Gestapo, et puis la section numéro 4B, c'était la section des affaires juives, dirigée par un certain Adolf Eichmann. Eichmann, qui devient très rapidement le spécialiste des questions juives, et qui travaille directement sous l'autorité de Heinrich, et qui peut également parler à Himmler directement s'il a envie, tellement le sujet est important. Alors ce Eichmann, en fait, c'est seulement après la guerre qu'on s'est aperçu du rôle de ce bonhomme. Pendant la guerre, c'était assez compliqué. Vers 1944, quand il a commencé en Hongrie à faire parler de lui, on a commencé à entendre son nom plus souvent. Mais la vérité, c'est que pendant longtemps, c'était une sorte de paquis, c'est une sorte de bonhomme qui travaille dans les services en question, mais administratif. Et donc, on n'a pas su tout de suite réaliser à quel point c'est lui qui était responsable de tout ça. En fait, il s'est déjà dans les années 30, avant la déclaration de la guerre, il a trouvé qu'il y avait une niche ici sympathique à avoir dans l'organigramme nazi. Il s'est spécialisé dans la question juive. Il a appris l'hébreu, il a fait un voyage en Palestine pour voir qu'est-ce que devenaient les Juifs qui faisaient leur migration là-bas en Palestine, en Eretz Israël. Et puis, il s'est mis à réfléchir sur le calendrier juif, etc. Bon, il parlait hébreu, ce que tu dis, il parlait pas hébreu. Enfin, il connaissait des mots, il a toujours impressionné, il s'est amusé à impressionner ses interlocuteurs juifs en parlant tout d'un coup, au Shana, etc. Comment il connaissait tout ça? Ben oui, il savait tout ça, il s'est un peu spécialisé là-dedans, jusqu'à ce qu'il est devenu le grand responsable. Alors, à cette fameuse conférence de Wannsee, il y avait Heinrich et son copain Eichmann qui étaient là pour
pour prendre les notes. Et puis il y avait des responsables très importants, des ministres, des responsables par exemple de ce qui se passe en Pologne, ce qu'on appelle le gouvernement général, le responsable de Pologne. Il y avait également toutes sortes d'autres grands dignitaires nazis. Il n'y avait pas Hitler, bien sûr, il n'y avait pas Hitler non plus. Et le but, c'était qu'est-ce qu'on fait de tous ces juifs-là? Au fur et à mesure, nous sommes en 1942, il y a de plus en plus de juifs qui sont sous la botte nazie, puisque la guerre continue, et la guerre continue avec des victoires allemandes. En janvier 1942, personne ne peut imaginer que l'Allemagne perdra un jour la guerre. Au contraire, on va de victoire en victoire. La Russie vient d'être envahie avec des opérations très rapides, donc vous savez, l'opération Barbarossa, tout ça, ils commencent à prendre des centaines de kilomètres, toujours avec la même méthode, on va très vite. On appelle ça en allemand Krieg, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Au lieu de faire comme on faisait en 14-18, c'est-à-dire tu prends la ville d'à côté, puis après tu t'installes, et puis une fois que c'est bien installé, tu prends la ville d'après. Non, là c'était les tanks qui foncent le plus vite possible, et ensuite les gens qui sont derrière, eh ben, ils arrangent. Bon. Alors évidemment, tout d'un coup, tu t'es retrouvé avec des millions, plus, si vous voulez, plus la guerre avance, plus on s'occupe des juifs, plus on en tue les juifs, et plus il y en a. Et plus il y en a. Et donc finalement, on ne règle pas le problème. Au contraire, le problème devient de plus en plus grand. Et c'est donc en janvier 1942 seulement que la décision est prise d'anéantir tous les juifs. Et on sait déjà par quelle méthode, parce que juste avant, on a fait toutes sortes d'essais avec toutes sortes de méthodes pour savoir laquelle est la plus pratique. Il y avait, comme je viens de vous le dire, déjà des centaines de milliers de juifs qui ont été tués. Ils ont été tués comment? Non pas par le moyen systématique avec les corps d'examination qu'on connaît, mais jusque-là, ils ont été tués par ce qu'on appelait les Einsatzgruppen. Alors ça, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir. Einsatzgruppen, c'est lorsque l'armée allemande, la Wehrmacht, avançait très très rapidement. Alors, ensuite, il y avait des commandos, qui avaient d'ailleurs, pour les reconnaître, ils avaient sur le casque une tête de mort. Une tête de mort. Einsatzgruppen, c'est-à-dire le groupe de la mort. Et ceux-là, ils étaient censés réduire tous les ennemis du régime que l'armée allemande a laissé derrière elle. Officiellement pour éviter que, une fois que l'armée a avancé, les gens qui restent derrière, ils se révoltent de nouveau, puis il y a tout à recommencer. Alors, les Einsatzgruppen, c'était des SS qui sont venus, c'est pas l'armée allemande elle-même, c'était les SS qui sont venus pour régler tout le problème. Alors en général, ils avaient deux sortes de victimes qu'il fallait choisir. C'était les politiques communistes au service de l'Union soviétique, et deux, les juifs. Le problème, c'est que quand tu es communiste goy, tu vas pas mettre sur ton front « je suis communiste goy », tu vois les Allemands arriver, hop, soit tu pars avec l'armée rouge, dans la retraite, tu pars avec eux, soit si tu restes, tu brûles vite ce que tu as à la maison comme drapeau rouge, etc., tu caches le fait que tu étais communiste, et puis voilà, t'es goy, tandis que quand tu es juif, premièrement, tu ne peux pas fuir avec l'armée rouge parce qu'ils n'ont rien à faire de toi, et puis ensuite, tu n'as rien à brûler à la maison parce que tu as la barre, tu as les pélotes, et tu as à la maison tout ce qui fait de toi un juif, et tout ce qui fait que tout le monde sait que tu es juif également. C'est la raison pour laquelle les Einsatzgruppen, finalement, ils ne sont pas occupés des opposants politiques et des communistes, ils sont occupés uniquement des juifs. Et c'est ce qu'on appelle la Shoah par vague, et donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous connaissez tout ça, et c'est comme ça que des dizaines de milliers, et des fois davantage, juifs ont été tués par balle. Et c'est aussi là qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un moyen efficace, qu'on ne pourra jamais y arriver. D'abord, ça prend un temps fou, deuxièmement, ça crée des maladies, parce qu'il y a les corps qui sont là-dessus, et ensuite, et ça c'est très curieux, vous savez pourquoi est-ce qu'on a arrêté finalement cette Shoah par vague? Parce que le moral des soldats, parce que les Allemands, tout idéologiquement courage de prendre qu'ils étaient, et bien au bout d'un moment, quand tu tires comme ça sur les femmes et les enfants, au bout d'un moment, même toi, antisémite comme t'es, tu as des moments où tu peux plus, tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Et Himmler lui-même, en faisant sa fameuse tournée pour voir comment ces choses se passaient, il comprend bien qu'on dit il y a des soldats qui n'en peuvent plus, il faut faire quelque chose. Et donc finalement, c'est la raison pour laquelle on pense à une autre solution. C'est donc cette autre solution qui est l'examination par le gaz qui a été retenue, le Zyklon B, comme vous le savez, parce que les essais ont été beaucoup plus longs. Comment est-ce qu'on a fait les essais? Au début, il y avait à l'intérieur, vous savez, le gaz qui rentre à l'intérieur du camion, et puis finalement, on a réfléchi comment on fait, et puis on l'a fait de la manière que vous savez. Et c'est à ce moment-là, en janvier 1942, qu'il n'y a plus de différence si tu étais à l'ouest ou si tu étais à l'est. De toute façon, le but était le même, déportation, donc rafle, déportation, arriver dans les camps d'examination, et là-bas, il y avait des camps qui étaient uniquement d'examination, des camps qui étaient moitié examination, moitié travaux, etc., jusqu'à la fin. Puis, dernière chose que je voulais que vous sachiez, c'est le tableau des victimes.
Donc à la conférence de Wannsee, ce qui est intéressant, c'est que dans le protocole qui nous est resté, ils ont fait un tableau dans lequel ils mettent pour chaque pays le nombre de juifs qui existent et donc le nombre de juifs à détruire. Et ils arrivent à la fin à un nombre très impressionnant de juifs. Parce qu'ils mettent non seulement les juifs qui sont déjà sous la botte nazie, mais également ceux qui, d'après eux, ne vont pas tarder à y être. Alors ils ne mettent pas les juifs américains parce qu'ils n'ont quand même pas à ce point la folie des grandeurs, mais les juifs anglais, par exemple, s'y trouvent. Pour eux, c'est clair qu'ils vont finalement vaincre l'Angleterre et à ce moment-là, les juifs anglais vont y passer également. Donc le but, c'est d'exterminer tous les juifs d'Europe jusqu'au dernier. Et finalement, quand tu compares le tableau en question, qui était plus ou moins juste, quoique j'ai un petit peu exagéré sur les juifs de France, ils ont pensé qu'il y avait plus que ce qu'il y avait vraiment. Mais sinon, c'était assez précis leur truc. Et finalement, ce qui est important, c'est le nombre des victimes. Alors, je ne vous ai pas photocopié le tableau, parce que je savais plus où est-ce qu'on était arrivé dans le truc. Mais enfin, voilà. Je veux quand même que, sur le tableau en question des victimes, je veux quand même qu'on se rappelle de quelques chiffres, parce que ça va nous donner une idée de quelques cas particuliers. Par exemple, sur les 3 300 000 juifs qu'il y avait en Pologne, combien ont été massacrés? Ouais, 3 millions. Voilà. Donc évidemment, c'est la proportion la plus basse, c'est 90%. Donc évidemment, c'est la communauté la plus touchée. Les juifs de Pologne ont été les juifs les plus touchés. Sur les 6 millions à peu près de juifs qui ont disparu pendant la Shoah, eh bien, 3 millions, c'est des juifs polonais, comme vous savez certainement. Quels sont les pays qui ont été le moins touchés parmi les pays qui ont été occupés? Non. Non, la Russie, pas du tout. Enfin, la Russie, je parle de la partie de la Russie qui a été occupée. La partie de la Russie qui n'a pas été occupée, évidemment qu'on ne peut pas les compter. Mais, alors, le Danemark, c'est vraiment le cas sympathique. Pourquoi c'est le cas sympathique? Parce que qu'est-ce qu'ils font les Danois? Ils protègent les douanes, voilà. D'où ils sortent ces types-là? Pourquoi ils font des trucs? On ne sait pas. En tout cas, ils trouvent en tout cas que c'est possible. Toute la population se joint au roi qui dit que si on demande l'étoile jaune à mes sujets juifs, je l'apporterai également. Les Allemands ont peur du scandale et ils disent bon, ok, ils ne porteront pas l'étoile jaune. Et pendant ce temps, ils organisent, ils veulent quand même faire des rafles, et c'est les Danois qui font tout pour les sortir juste avant, et ils savent quand est-ce que les rafles vont arriver, et donc ils les font fuir en Suède, qui était à l'époque un pays neutre. De là-bas, ils réussissent à sauver la plupart des juifs danois. Autre cas particulier, pardon? Comment ça se fait que c'est pas monté en Suède? Qui ça? Les Allemands. Ils n'avaient pas besoin. Ils ne prennent comme pays que les pays qui ont un intérêt à prendre. Par exemple, ils n'ont pas non plus conquis la Suisse, hein, t'as remarqué. Ah, vous avez l'argent là-bas. Pardon? Ils avaient l'argent là-bas. Ouais, ils n'avaient pas d'intérêt, tant qu'ils pouvaient servir la Suisse avec leur fric, etc., ça suffisait. Par contre, la Belgique est un pays neutre également, ils l'ont prise parce que c'était important pour eux pour pouvoir envers la France, mais quand il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas d'intérêt, d'autant plus que les gouvernements là-bas étaient des gouvernements qui étaient amis, en tout cas pas hostiles. Bon, mais voilà. Dites-moi, quel est les pays où, en proportion, on est très très loin des 90% de la France. Alors c'est intéressant parce que la France, et vous savez qu'aujourd'hui ça fait une grande discussion, il y a beaucoup de gens qui discutent là-dessus, pas seulement avec Eric. Et Eric Zemmour, en fait, la vérité, il a repris un truc de mon copain Alain Michel, qui a écrit. Alain Michel, c'est un moine, mais à part ça, c'est un historien. D'accord. C'est un historien qui a fait des études. Oui, absolument. Il était au ZI pendant longtemps en France, puis il a fait son aide très longtemps, et puis il est devenu rabbin du mouvement conservateur. C'est rare hein, pour les Français, surtout en Israël. Mais il est devenu rabbin conservatif, comme ça, puis il est toujours historien. Et il a sorti récemment un bouquin qui a fait scandale, parce qu'il donnait une explication différente de celle qu'on donnait d'habitude sur pourquoi se fait-il qu'il y ait eu en proportion, bah évidemment chaque victime c'est un monde, mais en proportion il y a quand même eu beaucoup moins de juifs de France qui ont été déportés et non massacrés que dans des pays occupés à côté. Vous savez combien il y en a qui ont été pris? Combien de juifs qui ont été déportés de France? 200 000. Non, 600 000. Non. 60 000. Premièrement, combien il y avait de juifs en France alors? C'était plus ça. Il y avait en tout, y compris les juifs étrangers qui sont réfugiés dans les années 30 en France, donc les juifs allemands, les juifs autrichiens, etc. Il y avait, au moment où la guerre a éclaté, il y avait 360 000, 370 000 juifs en France. Voilà ce qu'il y avait. Sur les 370 000 juifs qu'il y avait, 60 000 alors. 300, il y avait 70 000, 75 000 juifs qui ont été déportés et qui sont morts là-bas. 70 000. C'est énorme, mais par rapport
si vous comparez avec d'autres pays occupés, c'est vrai que la proportion n'est pas aussi importante. Et donc la grande question qui se pose pour un historien, c'est à quoi c'est dû? À quoi c'est dû qu'il y ait eu moins de juifs français qui sont morts que de juifs belges, par exemple, ou de juifs hollandais? En Hollande, c'est la grande majorité qui sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Alors, ce qu'on disait d'habitude, et c'est sans doute, à mon avis, c'est encore vrai aujourd'hui, à mon avis, mon copain, il se trompe complètement, ce qu'on disait jusqu'à aujourd'hui, et c'était tout le monde pensait comme ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de Français non-juifs qui ont sauvé des juifs. Il y a eu beaucoup de Français non-juifs. On parle des collaborateurs, on parle de ceux qui ont fait de la délation, on en parlait il y a un instant, c'est vrai, bien sûr, mais il y a en même temps eu également énormément de gens qui ont sauvé, qui ont caché, etc. Et ce qui fait que, comme c'était les Français qui s'occupaient de tout ça, il suffisait qu'il y ait un type sympathique qui se trouve dans un quartier de Paris, et bien placé, le type qui travaille à la police, il entend qu'il y a une rafle qui doit arriver, on prévient les juifs du quartier, et voilà, et puis ils se planquent, et puis on en prend beaucoup moins que ce qu'on avait. Si vous avez vu La Rafle, le film, ben vous voyez que vous avez vu ça également, c'est-à-dire qu'il y a en effet des gens qui préviennent, et donc finalement, c'est pas que les Allemands n'attrapent pas, ils attrapent moins que ce qu'ils avaient prévu. Bon. Il y a un village entier protestant, Chambon, qui se trouve en plein centre de la France, et tout le village s'est donné comme vocation de sauver le plus de juifs possible. Dès que c'est connu dans la région, les juifs arrivaient là-bas, et personne ne posait de questions. Le maître d'école, tout d'un coup, et il savait qu'aujourd'hui, il y avait 15 élèves supplémentaires en classe par rapport à hier. Il ne posait pas de questions, il ne parlait pas très bien français, les élèves en question, on s'en fout. Ils mettaient là, etc. Et les petits goyim qui étaient là-bas ne posaient aucune question, et on savait sans doute que dans 2 semaines, il y en aura encore une trentaine, etc. Et personne ne disait rien. Ils ont organisé ça comme des champions. Le pasteur était le chef de ce trafic, finalement, jusqu'au moment où les Allemands sont rentrés là-bas, et que c'était un massacre aussi, et le pasteur lui-même a été déporté. Mais il y a eu en France beaucoup de gens qui ont dit Ad Can. Et on pense que c'est certainement ce qui a fait. Bon, et puis, ouais. Selon vous, vient d'où cette réaction des Danois? Ah, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être tout simplement qu'il y a des gens qui sont... C'est marrant qu'on se pose maintenant des questions quand il y a des gens qui font des choses bien. On se demande, mais comment ça se fait? On est tellement habitué à ce que les gens soient plutôt cruels qu'autre chose. Apparemment, il y a le Yetzirah qui existe. Pourquoi justement là-bas ça s'est réveillé? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire pourquoi. Économiquement, les le fait qu'ils ont des goûts de problème avec leurs juifs, et que voilà. Ce qu'a dit Alain Michel, ce qu'a reproduit Zemmour, et ce qui fait scandale aujourd'hui, Marache aujourd'hui là-dessus, c'est l'autre thèse qui dit que c'est grâce à Pétain qu'il y a eu moins de juifs qui ont été pris. Alors évidemment, quand vous dites ça, ça fait un scandale. Par exemple, ma mère ne peut pas supporter d'entendre un truc pareil. Elle sait très bien que Pétain était un énorme antisémite. Il a même fait, comme vous le savez, des lois anti-juives, même sans que les Allemands lui demandent. Et donc, comment dire que c'est grâce à Pétain? Alors, ce qu'il dit mon copain, Alain, il ne sait pas qu'il a fait ça par amour du judaïsme. Mais ce type-là, qui est en effet un grand antisémite, ce type-là, il avait également face aux Allemands une attitude qui était je vais essayer de garder le plus d'autonomie possible, de me faire croire à moi-même finalement que je ne suis pas un pays complètement occupé à la solde de l'occupant. Et c'est la raison pour laquelle le deal qu'il avait avec les Allemands, c'est prenez les juifs étrangers, mais ne touchez pas aux juifs français. En tout cas, touchez aux juifs français si vous voulez, mais c'est moi qui vous dira quand, c'est pas tout de suite, etc. Mais prenez d'abord les étrangers. Et c'est vrai qu'au départ, c'est surtout les juifs étrangers qui ont été livrés aux Allemands. Et d'après cette thèse-là, les juifs français auraient été protégés donc, parce qu'ils étaient les autres sur la liste. Il est évident que si la guerre avait duré encore 1 an ou 2, les juifs français ils seraient passés tous. Mais comme Paris a été libéré finalement en 1944, et donc avant la fin officielle, bien avant, 1 an avant la fin officielle de la guerre, alors ça a permis donc à la plupart des juifs qui n'avaient pas encore été pris de pouvoir s'échapper. Rajoutez à ça qu'à Nice, Nice était sous occupation italienne, et que les Italiens, et c'est en fait le 3e pays duquel je voulais vous parler, donc il y a le Danemark, la France et l'Italie, les Italiens qui étaient les grands alliés des Allemands, Mussolini et compagnie, qui étaient des grosses ordures aussi, ben, finalement, ils étaient moins antisémites que les autres. Ils n'ont jamais eu de problème vraiment avec leurs juifs, les Italiens. Et puis, bon, la mentalité italienne, c'était ça va, ne me saoule pas, et ils ont gardé leurs juifs à eux. Ils les ont même suffisamment protégés pour que lorsque les nazis envahiront l'Italie finalement, quand ils voient que l'Italie va se faire avoir par les Alliés, alors à ce moment-là, il y a des juifs qui ont fui, qui ont réussi à fuir grâce aux Italiens également. Pourquoi elle vous dérange la thèse de votre copain?
Parce que je pense pas que c'était... Je pense pas... Si c'était vrai, alors on n'aurait pas dû voir le nombre d'initiatives anti-juives dirigées contre les juifs français également, qui ont été prises par le gouvernement de Pétain et non pas par les nazis. Non, contre les juifs français. Contre les juifs français. Non, lui il dit non, lui il dit qu'il a essayé de protéger les juifs français. Il n'a pas essayé de protéger les juifs français, il les a exposés. Il y a un certain nombre d'exemples, notamment le fait qu'il a demandé, comme vous savez, à ce que quand on a déporté les parents, on déporte les enfants également, alors que les Allemands ne déportaient pas. Et tout ça montre que finalement il était bien content de se débarrasser de ces juifs. On voit également, par exemple, lorsque des juifs lui écrivent en disant enfin, vous ne vous souvenez pas de moi, j'ai fait la Première Guerre mondiale avec vous, je suis décoré du machin. Une fois sur 10, il dit ok, on va vous mettre de côté, et les autres fois il répond même pas. Ça tient quand même s'il a pris des initiatives. Ça renforce justement la vie de. Parce que justement lui il veut se donner l'impression qu'il a de l'autorité. Que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, donc il se donne des initiatives. Tu comprends, ces initiatives pour faire genre que c'est lui qui. C'est le contraire, c'est encore plus. En fait, si vous voulez sauver les Juifs de France, il va pris des initiatives pour les écouter. Mais non, il ne veut pas les sauver. Lui, il est antisémite au fond. C'est ce qu'il lui dit votre copain. Ouais. Mais en même temps, il ne veut pas se laisser les Allemands approprier par les Allemands. Donc c'est lui qui décide quand, quoi et qui. C'est lui qui donne les initiatives et après, il ne fait pas tout le travail pour se dire qu'il a encore son libre arbitre. Tu sais quoi, de toute façon, on s'en fout. Hein, on s'en fout finalement, t'as raison, on s'en fout finalement, le résultat, c'est bien. En enfer. Par exemple, la première chose qu'il a fait, Pétain, et là, ça va en effet dans le sens. Excusez-moi. Ça va dans le sens de cette thèse-là. La première chose qu'il a fait, et ça c'était déjà pendant les accords d'armistice et de collaboration, les Allemands, quand ils ont demandé la France, une des toutes premières choses qu'ils ont demandé aux Français, à Pétain, c'est de livrer les ressortissants allemands qui se trouvaient sur son sol. Et alors les ressortissants allemands, à votre avis, c'est qui? C'est évidemment les juifs allemands qui ont fui l'Allemagne dans les années qui ont précédé la guerre et qui sont donc retrouvés en France stupidement, quoi. Ils ne savaient pas, c'est-à-dire au lieu de partir le plus loin possible, ils sont restés en France. Et arrivant en France, alors regardez l'absurdité des choses, et là je pense en effet que ce n'était pas pour des raisons antisémites, lorsque la guerre a été déclarée contre l'Allemagne, donc en 1939 déjà, une des premières choses qu'a fait le gouvernement, c'est de prendre tous les ressortissants allemands et de les parquer dans des camps, donc les juifs allemands, et les parquer dans des camps. Pourquoi? Quand vous êtes allemand, on ne peut pas vous faire confiance. On est en guerre avec l'Allemagne, tous les ressortissants allemands, c'est un petit peu une sorte de réflexe dans les pays en guerre. Dès qu'il y a un pays qui déclare la guerre à l'autre, les ressortissants du pays en guerre en question qui se trouvent sur mon sol, on les met de côté pour pouvoir les surveiller, parce qu'on va savoir, alors qu'évidemment c'est complètement stupide, il n'y avait pas plus anti-nazis que ces juifs qui ont fui le nazisme et qui sont arrivés en France. Mais comme ils étaient allemands, on les a mis de côté. Alors pourquoi c'était dramatique? Parce qu'évidemment, quand ils sont arrivés finalement les Allemands, ils ont cueilli le truc, ils ont demandé qu'on leur livre, et Pétain a tout de suite dit ok, ça fait partie d'une des premières conditions de l'armistice. Et notamment, par exemple, le fameux Herschel Greenspan duquel on a parlé la dernière fois. C'était qui ce Herschel? Ah, mais toi t'étais pas là, d'accord, ouais. Donc toi t'es excusé en fait dans l'histoire. Si, Herschel Greenspan, c'est vous quoi? C'est ce jeune homme de 17 ans. Ah oui, qui n'est pas allé en guerre, qui a acheté un pistolet et qui a tué. Ah, qui a tué l'autre, le représentant. Pourquoi il a fait ça? Il a tué Von Rath, le conseiller d'ambassade d'Allemagne. Avant la guerre, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour attirer la situation du monde sur le sort des juifs polonais qui étaient en Allemagne, qui ont été repoussés en Pologne. Les Polonais ne les voulaient pas, les Allemands n'en voulaient plus, et donc ils sont restés dans ce no man's land. Et c'est là-bas que ses parents étaient, et comme personne n'en parlait, il a voulu venger leur sort et le sort de leurs amis. Et donc il a tué. À cause de ça, ça déclenchait une cristal, on était en 1938. Ce type-là a été arrêté par les Français, bien sûr. Arrêté, il s'est lui-même livré, quoi. Il n'a opposé aucune résistance, il a tué le bonhomme, puis après on l'a arrêté tout simplement. Il a été livré, donc Herschel a été livré avec les autres en 1940, lorsque la France est arrivée. Bien. Autre cas particulier, donc à part le Danemark, l'Italie et la France, autre cas particulier, on va s'arrêter là sur les cas particuliers et sur le choix. Autre cas particulier, c'est le cas de la Hongrie. Pourquoi la Hongrie c'est un cas particulier? Est-ce que quelqu'un sait? Pardon? Non, non. Ouais, il y avait l'Autriche-Hongrie qui a été divisée en deux, et l'Autriche-Hongrie. Mais pourquoi est-ce que le sort des Juifs hongrois a-t-il été spécial, différent?
que les autres. Alors la Hongrie, c'est un pays qui est en plein Europe de l'Est, donc voilà, normalement il aurait dû subir exactement le même sort et au même moment. Ce qui s'est passé, c'est que le régime hongrois était un régime pro-nazi, mais ce n'était pas les nazis, c'était des Hongrois, nationalistes hongrois. Et il se trouve que les lois antisémites, un petit peu comme Mussolini là-bas, les lois antisémites, finalement, ils n'ont pas été appliquées en Hongrie de manière aussi violente que dans les pays qui étaient vraiment dominés par l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas conquis la Hongrie pendant longtemps, jusqu'en 1944. Et alors, les Juifs de Hongrie ont eu l'impression que là-bas, ils pourraient s'en sortir. Alors non seulement ils sont restés en Hongrie, ils n'ont pas essayé de partir, mais en plus, il y a plein de Juifs qui ont réussi à fuir les pays qui étaient autour, qui sont arrivés à Budapest, en Hongrie. Il faut savoir que la communauté des Juifs hongrois, c'est une communauté qui est très 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 riche, pas au niveau fric, alors je dirais c'est au niveau des différentes sortes de Juifs qu'il y avait là-bas. En hongrois, on a parlé un petit peu avec Herzl, qui vient de là-bas aussi. En hongrois, il y avait des Juifs qui étaient complètement assimilés, puis il y avait des Juifs qui étaient très 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 pratiquants. Il y avait les chassidim les plus extrémistes que vous pouvez imaginer. Il y avait le chassidoute, notamment de Sainte-Marthe, qui se trouvait là-bas. Et vous avez en même temps des types qui étaient très 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 sionistes, très engagés dans la cautionnisme. Vous avez des Juifs qui étaient très révolutionnaires, bolcheviques, et d'autres qui étaient au contraire très capitalistes. Vous avez tout ce qu'il fallait. Vous avez toutes sortes de journaux, vous avez toutes sortes de partis politiques, toutes sortes de mouvements de jeunesse. C'était très 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 riche. Et surtout, les Juifs hongrois, ils avaient des idées très, très affirmées, c'est-à-dire, bon, la communauté était très divisée, et en même temps, ils étaient fiers d'être Juifs et hongrois. Et ils pensaient réellement qu'ils allaient pouvoir s'en sortir. D'autant plus qu'en 1944, donc ils n'avaient pas encore été touchés, il n'y avait pas encore eu un seul Juif hongrois déporté, et ils voyaient bien ce qui est en train de se passer en 1944, c'est que l'armée nazie est en train de reculer sur tous les fronts. Sur tous les fronts. En juin 1944, ils débarquent les Américains là-bas en Normandie. Avant, il y avait déjà les Américains et les Anglais qui étaient venus par le sud, par l'Italie, et au fur et à mesure, et puis les Russes qui reprennent de plus en plus tout ce qu'ils avaient perdu comme territoire au départ. Et donc l'Allemagne est en train de perdre la guerre et ils vont perdre la guerre. Et alors les Hongrois se disent, et voilà, on est sauvés. La guerre va se terminer et on est sauvés. C'est à ce moment-là que les nazis, Hitler décide d'envahir la Hongrie, parce que, justement, ils n'ont pas confiance que les Hongrois, tout seuls, vont arrêter l'avance des Russes, et donc ils rentrent en Hongrie. Dès le moment où ils rentrent en Hongrie, la première chose qu'ils font, c'est d'envoyer Eichmann en personne pour régler le problème de la Hongrie. Comme on est en 1944, pour le grand malheur des Juifs hongrois, toute la machine, elle est déjà tellement bien huilée que les choses vont aller très 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 vite. Seulement, il y a eu des gens là-bas, qui ont profité du fait que c'était la fin de la guerre, et que certains nazis avaient besoin de se racheter après-guerre, ceux qui étaient les plus clairvoyants et qui savaient très bien que l'Allemagne allait perdre la guerre, ils avaient besoin de se racheter. Et c'est la raison pour laquelle les mouvements sionistes en particulier qui étaient en Hongrie, et des diplomates étrangers qui étaient également en poste et qui étaient des tzadikim, des chassidés au Motaolam, ont tout fait pour sauver le plus possible de juifs. Ils ont réussi à sauver quelques milliers, notamment, je pense à qui? Raoul. Mais dites-moi, vous avez entendu parler de Raoul Wallenberg. Hein? Raoul Wallenberg, diplomate suédois. Avec sa femme? Non. Alors lui, c'est vraiment un cas, c'est pas qu'il a sauvé 100, 200, 300, il a sauvé des milliers de juifs hongrois. Son but, c'était d'aller sauver des juifs. Il est venu là-bas, en poste, pour sauver des juifs. Pourquoi? Il a une histoire... Il faut absolument que vous demandiez au Rav Nahum de vous inviter le spécialiste de Raoul Wallenberg qui vous fera un exposé passionnant sur l'histoire de ce homme. Vous avez encore le temps avant la fin du truc. Comment il s'appelle le type? Ouais, une note. Franchement, il fera ça avec plaisir. En plus, il ne prend pas beaucoup d'argent. Je peux y aller tranquille. Le type s'appelle... Il s'appelle... C'est nous qui payons la sortie. Le type s'appelle... Wallenberg, Le type s'appelle... Pour son échelle, il a revenu. Voilà, un type très bien, il dit ça, il te raconte le truc et on sait qu'il est en train de... Ouais, pour votre envie de... Il allait à la chutzpah, il s'est dit maximum, qu'est-ce que je risque? Je suis un diplomate, je risque rien. Il allait à la chutzpah. Il a fait descendre des juifs des wagons. C'est les juifs hongrois qui étaient dans le wagon, qui étaient en train de partir pour les camps. Il est allé là-bas, il a pris une liste, et puis il a dit comment vous osez
ça c'est un juif à moi, il est inscrit dans ma liste des gens qui travaillent pour moi. Il avait fait un accord avec Eichmann que pour l'instant, il avait créé une sorte d'usine, soi-disant, il avait pris des ouvriers lui pour travailler là-dedans, et il leur donnait tout de suite la nationalité suédoise. Et on ne pouvait plus les toucher à ce moment-là. C'est quoi les études? Pardon? C'est comme les villes de Schindler. Et le type les a sortis réellement du train, il est allé se battre pour un des types qu'il a sauvé, est devenu ministre. Vous connaissez Yair Lapid? Yair Lapid, qui est chef de la partie de l'opposition aujourd'hui en Israël. Son père a été sauvé par Wallenberg. Un bonhomme très, très spécial. Yesh Atid, vous ne connaissez pas le parti politique qui s'appelle Yesh Atid? Il y a un jeune, il a une cinquantaine d'années qui a la tête, qui s'appelle Yair Lapid, et dont le père a été sauvé, le père était ministre dans des gouvernements précédents. C'est en quoi ce parti? Pardon? Un parti. Ce parti, il est contre le gouvernement? Il est à l'opposition, il est pas dans le... Il est gauchiste. Il est centre. Voilà. Alors, à part Wallenberg, encore un autre nom qu'il faut se rappeler pour la Hongrie, c'est Joël Brun. Ça dit quelque chose? Joël Brun. Ah, mais écoutez, ça c'est des trucs, ça dépasse l'entendement ce qui s'est passé dans ces trucs. Ce Joël Brun, c'est un juif sioniste de Hongrie. Et il va voir Eichmann et il lui dit est-ce qu'on ne peut pas faire un marché? Il dit quel genre de marché? Il dit vous êtes certain, vous avez des grands besoins. Nous, on peut peut-être demander aux alliés de vous aider les besoins que vous avez. Et Eichmann, un petit peu par amusement, et puis finalement pour voir jusqu'où ce petit juif va aller, il lui dit ouais, on a besoin de camions. On a besoin de camions, on n'a plus de camions, et on a besoin de camions. Alors si tu arrives à sortir des camions de la part des alliés, regardez le structuralisme, on est en plein ghetto, si vous voulez, de Budapest en Hongrie, et il y a le grand Eichmann qui parle avec un petit juif qui n'a rien d'autre que son courage et le fait qu'il est chef d'une organisation sioniste là-bas, et ils sont en train de discuter sur un marché. Le marché, c'est tu libères le million de juifs hongrois, et en contrepartie, les alliés vont te donner des dizaines de milliers de camions desquels tu as besoin. Et Eichmann dit ok, on va essayer. Je te laisse partir avec un laissez-passer, va voir les alliés, dis-leur ce que tu as envie. Je garde évidemment ta famille en otage. Au cas où tu aurais l'intention de partir, je tue ta femme, tes enfants, etc. Et Brand dit ok, d'accord. Et il s'en va. Et il s'en va, et les Anglais, qui sont les premiers donc, qui l'accueillent, ils rigolent parce qu'ils ne croient pas que c'est sérieux. Ils pensent que il dit n'importe quoi. Et l'autre fait dire à Eichmann, il ne me croit pas, il faut que tu libères au moins un petit peu de juifs, que les gens voient que tu es sérieux. Alors il réfléchit à Eichmann, et encore une fois, par amusement et puis aussi par calcul, il dit ok, on va libérer 1000 juifs. Il demande à un type qui s'appelle Kastner, un copain à Brandt, il dit à Kastner, vous avez la possibilité de prendre 1000 juifs. Et je vous donne un train, et on les envoie en Suisse. Et Kastner dit, très bien, alors il choisit 1000 juifs. Alors. Choisir 1000 juifs, on ne sait pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ouais, alors évidemment, il prend des copains à lui aussi, la famille, mais il n'ose pas tout prendre parce que si on va se faire massacrer par les juifs eux-mêmes. Donc et comme on est en Hongrie, il prend des représentants d'un petit peu toutes les tendances. Notamment, les sionistes lui aussi, notamment, il prend le rabbi de Satmar. Vous savez qui c'est le rabbi de Satmar? Le grand admour de Satmar. Le rabbi de Satmar, c'est le bonhomme le plus anti-sioniste de tout le judaïsme de l'époque, encore aujourd'hui. Les Satmar, ce sont aujourd'hui la grande chassidoute des États-Unis. Le admour de Satmar est sauvé par M. Kastner, qui considère que c'est un bonhomme important, qui a beaucoup de chassidim, etc. Et donc il prend le admour, il prend d'autres également, etc. Et puis, ce fameux train, de manière très surréaliste, il quitte l'Europe occupée, il arrive en Suisse et les gens sont sauvés. Certains qui font de la psychologie un petit peu de bas étage, ils pensent que c'est une des raisons pour lesquelles après il est devenu tellement antisioniste. Il était déjà antisioniste avant, mais de reconnaître qu'il a été sauvé par un Kastner, c'était au-delà de sa propre possibilité. Donc finalement, vous savez qu'il a réussi, le rabbi de Satmar, à recréer la chassidoute de Satmar depuis rien. Aujourd'hui, c'est une des chassidoutes les plus puissantes des États-Unis. Beaucoup d'argent, beaucoup de personnes également. Et notamment, si vous voulez, chez les extrêmes des extrêmes, alors ça donne de Neturei Karta, ça donne de ce que vous voulez. Il a écrit un livre qui s'appelle Vayoel Moshe, ça s'appelle Moshe Teitelbaum, il a écrit un truc qui s'appelle Vayoel Moshe, qui est le grand bouquin antisioniste du monde orthodoxe. C'est-à-dire que la Shoah, c'est une conséquence
de la Kadosh Baruch Hu contre le sionisme, parce que les gens ont osé commencer à vouloir rentrer en Israël alors qu'on est encore en exil, etc. Alors Dieu s'est énervé. Bien. Finalement, ce Joël Brandt, est-ce qu'il arrive ou est-ce qu'il n'arrive pas? Ben non, une fois que le camion, le train est parti avec ses 1000 juifs, alors il dit aux alliés, nous, vous voyez que le type il est sérieux, alors venez, on fait l'affaire, mais ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont aucune volonté de donner des camions à cette Allemagne qui est en train de faire la guerre, surtout pas contre 1 million de juifs. Il y a un type qui s'appelle Lord Moyne, qui est le ministre anglais des colonies. Et le ministre anglais des colonies, quand on lui propose, quand on lui dit voilà, il y a une possibilité de libérer 1 million de juifs contre des dizaines de milliers de camions, vous savez ce qu'il va dire, Moyne? Il va dire où c'est que vous voulez que je les foute 1 million de juifs? Je ne sais pas où les mettre, laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. La réponse glacée, aussi ironique, aussi froide de ce Lord Moyne. Ça l'avait tout. Pardon? Il habite où, là? Alors lui, il était à l'époque, il était ministre des colonies britanniques, et il se trouve que lorsqu'il a fait ces déclarations-là, il était en voyage en Égypte. Quand vous dites colonie britannique, c'est en Israël. Pardon? Colonie Britannique, c'est la Grande-Bretagne. Donc, il était ministre anglais, qui était responsable des colonies. Donc c'était un de ceux à qui on a demandé la provision de Brandt, en disant peut-être qu'on peut les répartir dans les colonies anglaises. Leur pire anglais elle était énorme. Et lui, il a dit où vous voulez que je les mette? Surtout pas en Palestine, bien sûr. Où vous voulez que je les mette? Alors, pourquoi je dis que ça a été fatal? Parce qu'au moment où cette réponse a fait le tour du monde juif, tout le monde savait que Moyne, qu'on ne connaissait pas avant, il a osé dire un truc pareil, alors que tout le monde sait en 1944 qu'est-ce qui se passe lorsque les juifs ne sont pas sauvés. Alors, il y avait à Jérusalem 3 juifs qui sont assis dans un café et qui sont en train de discuter de la nouvelle qui vient de paraître dans le journal, que M. Moyne a dit ce qu'il a dit. Ces 3 juifs sont les suivants. Il y en a un qui s'appelle Yitzhak Izianitsky, mais depuis longtemps, il se fait appeler Shamir. Yitzhak Shamir. Et il ressemble, il s'est déguisé en juif rabbiné. Il y a l'autre qui s'appelle Nathan Yemin, et le troisième qui s'appelle Eldad. Eldad, c'est l'idéologue. Les trois juifs qui sont assis dans un café à Jérusalem en train de discuter de la déclaration de Moyne, ce sont les 3 chefs du fameux Lehi. Lehi, qu'est-ce que c'est Lehi? Lochamé Cherut Israël. Il y a en Eretz Israël 3 groupes d'activistes, des groupes armés qui sont semi-clandestins ou complètement clandestins. Le plus grand d'entre eux, c'est la Haganah, qui existe depuis les années 20 pour se protéger au départ des attaques des Arabes. C'est pour ça que ça s'appelle la Haganah, la protection. Avec parmi les gens de la Haganah, c'est des gens qui travaillaient tous les jours normalement, mais le soir ils faisaient des entraînements et puis finalement quand on avait besoin d'eux, ils venaient pour défendre les kibbutzim et les chouim, etc. À l'intérieur de la Haganah, il y a un noyau de dur qui s'appelle le Palmach, Plougat, Machat, c'est-à-dire les opérations de commando, si vous voulez, c'est des gens qui font que ça, que l'entraînement, tout le temps, et ceux-là vont devenir plus tard les chefs de du prochain Tsahal, de l'armée d'Israël. Le Palmach et la Haganah, c'est une formation militaire. La deuxième formation militaire, c'est l'Irgun. Irgun, ou alors on l'appelle également Irgun Tzva'i Leumi, Etzel. Et ça, ces gens-là sont des gens qui faisaient partie de la Haganah, mais ils ont quitté la Haganah en 1937 devant les pogroms que les Arabes faisaient. Et puis ils ont dit que c'est pas normal de faire uniquement de l'autodéfense. Si on veut gagner la guerre, il faut également attaquer. Et d'ailleurs, nos pires ennemis, c'est peut-être pas les Arabes, c'est peut-être les Anglais. Et donc il faut attaquer les Anglais. La Haganah n'était pas trop d'accord, et donc ils ont fait sécession. Sécession, ils sont partis, ils ont fait un autre mouvement qui s'appelle Irgun. C'est quoi la traduction de Irgun? Irgun, Irgun, ça veut dire organisation. Irgun Tzva'i Leumi, organisation militaire nationale. C'est ça? Et la Haganah et l'Irgun, c'était donc les 2 grands mouvements, enfin d'abord la Haganah puis après l'Irgun, c'était donc les 2 grands mouvements qui se battaient contre les Anglais, contre les Arabes dans les années 30, début des années 40, etc. Et puis la guerre éclate. Au moment où la guerre éclate, et la Haganah et l'Irgun sont d'accord qu'il faut arrêter d'embêter les Anglais. C'est vrai que les Anglais sont
sont des petites ordures. Ils interdisent aux Juifs, les gros livres blancs, ils interdisent aux Juifs de monter en Israël alors que c'est la guerre et qu'il y a tellement de Juifs qui voudraient bien partir. Ils ferment les portes d'Israël. C'est vrai qu'on n'en peut plus des Anglais. Ils ont trahi leur vocation. Ils sont venus à cause de la déclaration de Balfour pour favoriser l'établissement d'un foyer juif, puis ils font tout le contraire. Sauf que les Anglais en 1940, c'est les seuls qui luttent contre l'Allemagne nazie. La France, elle a perdu la guerre en quelques semaines. La Russie, à l'époque, ce sont des alliés, les communistes, des alliés, c'est-à-dire des alliés de l'Allemagne pour l'instant. L'Angleterre, c'est les seuls qui résistent, l'Amérique n'est pas encore en guerre. Donc il n'y a que l'Angleterre qui résiste. Alors les Juifs se disent, c'est pas nous qui allons affaiblir maintenant les Anglais. Les Anglais, c'est la seule puissance qui peut lutter efficacement contre Hitler. On va non seulement, on arrête de les embêter, mais on va s'engager dans l'armée anglaise. Et les Juifs d'Israël s'engagent dans l'armée anglaise, avec un uniforme anglais. C'est comme ça que le Moshe Dayan, du Palmar, il perdra un œil. C'est comment il a perdu son œil, Moshe Dayan? Vous connaissez Moshe Dayan? Une balle. De la guerre des Séjours? Hein? Une balle. Oui, bien sûr, mais comment est-ce qu'il a reçu le projectile? Il était envoyé par les Anglais, donc il était en uniforme britannique pendant la guerre, pour se battre en Syrie, du côté anglais, contre les forces de Pétain, parce que la Syrie faisait partie des colonies françaises et était dirigée donc par Vichy. Et donc, c'est des forces qui étaient alliées aux Allemands. Et donc il y avait la guerre là-bas, si vous voulez, entre les Anglais et les Français, et lui, comme il avait peur de rien, il se met au-dessus de son espèce de tank, qui n'est pas vraiment un tank, il y a un truc blindé, il regarde avec des jumelles pour savoir d'où viennent ces tirs qu'on n'avait pas entendu il y a 5 minutes, et d'un coup ça tire de partout. On lui dit, Moshe, baisse-toi, c'est dangereux, ça tire de partout. Il dit, non, je veux voir. Et hop, il y a un projectile qui tombe dans la jumelle, qui lui arrache un œil. Et il pensait que comme ça, il aurait terminé sa carrière militaire, alors qu'en fait, il faisait que commencer. C'est comme ça qu'il est devenu tellement célèbre avec son œil en moins. Donc, le Palmar, la Haganah, Irgun décide de se mettre du côté anglais pour embêter les Allemands. C'est ça en quelle année ça? 1940, c'est la trêve. Les Juifs d'Eretz Israël font la trêve avec les Anglais. Surtout, il faut savoir quel est l'ennemi le plus dangereux. L'ennemi le plus dangereux, c'est l'Allemagne. Et donc, c'est pas le moment d'embêter les Anglais. Là-dessus, à l'intérieur de l'Irgun, il y a un type qui s'appelle Abraham Stern. 19 ans il a, Abraham Stern. Et qu'est-ce qu'il dit Abraham Stern? Il dit, mais vous êtes complètement malade, au contraire. C'est l'occasion unique. Maintenant que les Anglais sont pris en Europe avec leur guerre contre l'Allemagne, c'est maintenant qu'il faut continuer à faire exploser un truc de police en Eretz Israël, un machin, un pont, un truc, pour que les Anglais comprennent qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Comme ils sont embêtés là-bas, ils vont être obligés de partir. Une fois qu'ils partiront, nous, on va créer notre État, on va proclamer l'État, et c'est à ce moment-là seulement qu'on va pouvoir ouvrir les portes à l'Aliyah de tous ces Juifs persécutés qui trouveront un asile. Au contraire, c'est complètement stupide d'arrêter de combattre les Anglais, c'est maintenant qu'il faut les combattre. On lui a dit, écoute mon vieux, tu es complètement malade. Il a dit, non, je ne suis pas malade, c'est comme ça que je veux. Il dit, c'est comme ça, tu ne fais plus partie de l'organisation. Il dit, très bien, je fais mon organisation militaire. Et donc il a quitté l'Irgun, il a fait un autre mouvement qu'il a appelé Lochamei Cherut Israël, Lechi, et qui est donc une dissidence de l'Irgun. Si vous voulez, vous avez la Haganah, c'est une dissidence de la Haganah qui est plus petite, c'est l'Irgun, et une dissidence de l'Irgun qui est encore plus petite, c'est le Lechi. Et lui, Abraham Stern, il est à la tête du Lechi. Les Anglais l'appellent la bande Stern, le groupe Stern. Et puis sa tête est mise à prix. Et finalement, on le retrouve dans une cachette dans son appartement à Tel Aviv. Les Anglais le retrouvent et ils l'abattent de sang-froid. Et il meurt. Et quand il est mort, il était très jeune, on pensait que c'était la fin du Lechi. Ben, c'est pas la fin du Lechi. Il y a 3 soldats du Lechi qui décident de prendre la tête du mouvement et de continuer la lutte. Yitzhak Shamir, Nachman Yeni et Eldad. C'est ceux-là qui sont assis dans le café à Jérusalem en 1944. Et alors ils disent, ce Moïne-là, il n'est pas loin de chez nous, il est en Égypte. Ça ne va pas être tellement compliqué de lui régler son compte, pour lui apprendre à vivre. Et alors ils décident d'envoyer des hommes pour aller assassiner Lord Moïne. Voilà. Alors ils trouvent deux petits juifs sympathiques, un qui a une tête d'Égyptien, qui s'appelle Eliyahu Hakim, et l'autre qui n'a pas une tête d'Égyptien parce qu'il est en Pologne, mais qui s'appelle Eliyahu Ben Souri, et les deux Eliyahu sont envoyés en Égypte comme mission de savoir où est-ce que Moïse se déplace et de le liquider. Et de le liquider pour qu'on puisse ensuite publier que c'est le Lechi au nom du peuple juif qui a liquidé cet antisémite. Et alors, ils vont en Égypte,
il voit où est-ce que le bonhomme il habite, il voit que la meilleure façon, avec les embouteillages qu'il y a en Égypte, la meilleure façon de pouvoir s'enfuir après, c'est à vélo. Donc ils s'achètent 2 vélos. Et puis le jour où ils ont décidé, ils voient Lord Mohun sortir de sa voiture, et paf, paf, ils le tuent. Une fois que Lord Mohun est mort, ils prennent les vélos, ils s'enfuient. Sauf qu'il y a un flic égyptien qui est derrière, et le dernier, un des 2 Eliaou, se fait rattraper. Donc il tombe, et donc le vélo est. Le deuxième, il décide de ne pas laisser son copain tout seul, il retourne et ils sont arrêtés. Les 2 Eliaou se font arrêter. Grand procès. Et finalement, ils ont été. Alors, c'est vrai que les Anglais dominaient en Égypte, mais il y avait quand même une justice égyptienne, soi-disant. C'est les Égyptiens qui jugeaient. Et les Égyptiens jugent qu'ils sont passibles de la peine de mort. Parce qu'ils ont tué par pendaison. Alors, ils décident de le pendre, de les pendre tous les 2. Alors, ça donne lieu à un procès très, très héroïque où ils disent qu'ils ne reconnaissent pas le droit d'être jugés par ces types-là. Et qu'ils font ça pour la gloire d'Israël, pour sauver l'honneur du peuple juif, etc. Enfin, ils en font un discours de propagande sioniste et juive. Et finalement, ils sont pendus sur la place du Caire. Parce qu'ils ont tué Mohun. À ce moment-là, regardez comme l'histoire se fait, à ce moment-là, il y a un type, un juif qui s'appelle Cohen, et qui regarde depuis sa fenêtre qui donne sur la place. Il voit la pendaison des 2 juifs. Il est tout jeune, il dit un jour, moi je les vengerai. Le jour viendra où ce petit Cohen, qui s'appelle aussi Eliaou, il arrive en Eretz Israël, et comme il a vraiment la tête d'un juif égyptien, d'un juif arabe, et qu'il parle bien arabe, il va être envoyé en Syrie avec une couverture terrible, et ça va être le plus célèbre des espions juifs. Il s'appelle donc Eli Cohen, et il va donner tellement de renseignements à Tzahal, que c'est grâce à lui en grande partie que le Golan a pu être libéré en 1967. Vous savez quoi ce qu'il a fait pour le Golan en 1967? Avec les mais pas l'histoire de Calcul. Il a tellement réussi à capter la confiance des chefs syriens que c'est devenu l'ami intime du ministre de la Défense, syrien. Et en tant qu'ami intime, le type l'amène sur le Golan pour voir les grandes positions syriennes. De là, il tire sur les villages juifs qui sont en bas, en Galilée, autour du Kinneret. Et il voit comment est-ce que les Syriens sont là en train de tirer sur ses propres frères. Et alors, il a une idée lumineuse. Il dit aux Syriens, il dit, mais avec le temps qu'il fait ici, vos soldats, ils souffrent de la chaleur. Et des moustiques, etc. Et il faut faire un truc. Là où ils sont, dans les fameuses petites casemates, là où ils sont, il faudrait qu'on fasse planter des eucalyptus, des grands arbres. Voilà. Alors, il dit, ça c'est une bonne idée, on n'avait pas pensé. Et le type, le soir même, il raconte à ses employeurs du Mossad que le jour où ils voudront savoir où se trouvent les positions syriennes du Golan, c'est très simple, avec un hélicoptère, avec un avion, chaque fois qu'ils voient là-bas un eucalyptus, le faire boum. Et bon, le pauvre, il est mort en 66, il a été arrêté, il a été pendu à Damas, vous voyez quand les choses s'enchaînent, et lui qui a vu les 2 ennemis pendus a été pendu à son tour, mais il a eu le temps de donner des informations vitales, et le Golan est évidemment parti grâce à lui. Bon. Alors, retournons à notre histoire de Hongrie. Comme les Anglais, finalement, ils refusent la proposition d'Eichmann, Eichmann, il savait que ça n'allait pas marcher, les Juifs hongrois sont déportés, et finalement, ils n'ont pas échappé à la mort, les Juifs hongrois, et quand il n'y avait plus de place dans les trains, ils sont allés à pied, et pour vous donner les chiffres, il y avait 750 000 Juifs en Hongrie en 1939. 450 000 ont été exterminés, 60%. Et les 60%. Hein? Les 1000 qui ont été libérés. Ils sont toujours vivants. Le million n'a pas été sauvé? Non, le million n'a pas été sauvé, donc il y a eu 60% de ce million-là qui ont disparu. Et les autres ont été sauvés. Pourquoi? Parce que la guerre arrivait à la fin, donc ils ont été libérés dans les camps, ou alors libérés en Hongrie même, jusqu'à la fin. Il a déporté les Juifs. Joël, il a échoué. Il a échoué, ouais. Et Kastner, si vous voulez savoir toute l'histoire. Il a été en otage. Pardon? Il a été libéré. La famille. C'est la femme de ses enfants. Il n'a pas réussi à sauver sa femme et ses enfants. Lui, il a survécu. Et Kastner a survécu également. Le type qui était en contact avec Eichmann a survécu également. Et il est arrivé en Eretz Israël et il pensait être accueilli comme un héros. Et la tragédie de Kastner,
c'était que les familles des juifs hongrois qui ont été déportés et qui sont morts, lui en ont voulu. Pourquoi ? Ne pas les avoir choisis, pas donner leur père, leur mère, en disant voilà, bon, t'avais dit, etc. Mon père m'a fait savoir qu'il t'avait demandé, etc. T'as rien fait. Bref, il y a eu un procès Kastner. Un procès Kastner à Jérusalem. C'est vrai ? Ouais, alors il a comparu au début en tant que témoin, mais finalement ça s'est retourné contre lui le procès. Et un type un petit peu extrémiste, et puis bon, il avait perdu sa famille également, donc on ne peut pas trop le juger. Il a tué Kastner dans la rue. Élément comme ça. Il a tué Kastner dans la rue. Et là, il s'est vengé. Un juif rescapé. Et jusqu'à aujourd'hui, le nom de Kastner en Israël, c'est un nom très explosif, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a une grande discussion. Est-ce qu'il n'y a pas le droit ? Comment tu peux juger des gens comme ça ? C'est soit rien. Pardon ? Ça paraît logique quand on est là, nous, mais... Bah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ça c'est donc la Hongrie et le résultat des victimes. Il y a eu ensuite le procès de Nuremberg. Ça s'appelait Rudolf. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le procès de Nuremberg ? On a pris 11 grands, parmi les plus grands dignitaires nazis qu'on a réussi à attraper, et on les a donc jugés, puis exécutés, sauf un qui n'a pas été suicidé. Donc il y a eu 10 condamnés qui ont été vendus au procès de Nuremberg. Après, il y a eu uniquement des individus qui ont continué à chasser les nazis, qui ont réussi à se sauver, notamment en Autriche, le centre Wiesenthal, Shimon Wiesenthal, qui a passé sa vie à chasser les nazis. En France, il y a eu, comment il s'appelle, Serge et Bertrand Klarsfeld, qui ont tué les nazis, qui ont fait le but de leur existence. Et le Mossad en Israël. C'était juif. Oui, bien sûr. Enfin, lui, c'est un juif, non. Et le Mossad en Israël a pris sur lui également de temps en temps d'essayer d'attraper les anciens nazis pour les juger. Et évidemment, le plus connu, c'est Adolf Eichmann lui-même, qui a réussi à fuir à la fin de la guerre. Il a trouvé refuge où ça ? En Argentine, et au début des années 60. Alors que personne ne s'y attend à Jérusalem, tout d'un coup, il y a Ben Gurion, qui est le Premier ministre, qui fait une grande déclaration à la radio. Israël, Matos. Alors, il est en train de raconter qu'il y a un avion qui est en train d'amener Adolf Eichmann, qui a été, d'abord il a été reconnu, et puis ensuite il a été kidnappé, et ensuite il a été caché en Argentine pendant quelques jours pour pas que la police argentine trouve les gens du Mossad. Et enfin, il a été amené, on est à la barre des Argentins, il a été amené donc en Israël, où il a été jugé par le peuple juif, donc par le gouvernement d'Israël, au fameux procès d'Eichmann. Cette classe du Mossad, elle n'était pas légitimée par les autres pays ? Ah non, c'est-à-dire, c'est un enlèvement dans un pays, c'est toujours... alors évidemment, les pays qui étaient les plus touchés par le nazisme, par exemple en France, tout le monde a applaudi. Pas officiellement, je n'ose pas, mais les gens étaient très contents, l'opinion publique a applaudi le coup de main israélien. Évidemment, l'Argentine, c'était un pays, comme la plupart des pays d'Amérique latine, c'est des pays qui étaient très extrême droite, fascistes en fait. Il y avait des colonels qui dirigeaient le pays. Et en fait, c'est dans ces pays-là que les dignitaires nazis ont trouvé refuge en général, donc en Amérique du Sud en particulier, et dans les pays arabes. Et donc, Eichmann, pour Israël, Eichmann, c'est une grande histoire parce que dès le moment où il y a eu le procès à Eichmann en 1962, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à parler de la Shoah. Il y a eu des témoins, par exemple, qui sont évanouis en témoignant. C'était en fait la possibilité, pour la première fois qu'avait l'État d'Israël, de pouvoir parler réellement de ce qui s'est passé, alors que jusqu'à présent, personne n'en parlait vraiment, c'est un petit peu gênant. Les rescapés n'en parlaient pas, pour les raisons que vous savez, parce que c'est toujours humiliant et gênant de parler de ça, et donc ils préféraient oublier, puis aussi parce qu'ils voulaient tourner la page et faire autre chose, donc ils n'avaient pas du tout l'intention de raconter leur histoire. Donc je parle maintenant entre 45 et 60. Les Israéliens qui n'avaient pas connu ça vraiment, qui avaient vu ça de l'extérieur, ils avaient honte de parler de la Shoah. Pourquoi ? Parce que pour eux, la Shoah, c'était les Juifs d'exil qui se laissent faire et qui ne réagissent pas et qui ne se battent pas. Et ils avaient beaucoup de difficultés dans les premières années d'État, beaucoup de difficultés à parler de la Shoah. C'était une honte pour le peuple juif, la Shoah. Finalement, au lieu de dire que c'était un crime des nazis, beaucoup d'Israéliens avaient tout simplement honte de la manière avec laquelle les Juifs avaient réagi là-bas, ou plutôt n'avaient pas réagi. Ils n'étaient pas encore suffisamment intelligents, ou disons, ils n'avaient pas encore suffisamment de recul pour comprendre que l'héroïsme,
ça ne consiste pas toujours uniquement à prendre les armes, mais on peut être héroïque dans d'autres circonstances aussi. Mais le péché de jeunesse, si vous voulez, de l'État d'Israël qui vient à peine de ressusciter et qui évidemment parle de combat, de ça, etc. Pour eux, un juif, quand on prend 10 000 juifs, qu'on les amène devant un rabbin et qu'on leur tire dessus, c'était honteux de parler de ça. Donc, les Israéliens ne voulaient pas en parler, les rescapés ne voulaient pas en parler, donc personne n'en a parlé. Et puis arrive Eichmann tout d'un coup, et là, tout le monde en parle. À l'époque, il n'y a qu'une seule radio, il n'y a pas de télé, donc tout le monde écoute ça. Les Israéliens ils écoutent le procès. Le procureur de la République, il arrive en salle et puis il dit cette phrase, il commence le procès en disant ce n'est pas moi, Gideon Hausner, qui t'accuse, Adolf Eichmann, des crimes que tu as commis, mais ce sont les 6 millions de personnes qui se trouvent dans cette salle et que vous ne voyez pas, et dont je suis le porte-parole, c'est eux qui te montrent du doigt, et qui disent Kod Ma'achicha, etc. Alors, tout est revenu. Finalement, c'est un procès qui a duré suffisamment longtemps, pardon. Comment il s'appelle le procureur? Gideon Hausner. Gideon Hausner. Et finalement, donc, Eichmann, comme vous savez, a été condamné à mort, exécuté. C'est le seul bonhomme qui a été tué. La peine de mort existe en Israël, mais c'est la seule fois où elle a été mise à exécution. Donc, on a tué Eichmann, on a brûlé son corps, on a dispersé ses cendres dans la mer Méditerranée pour pas qu'une souille de la Kiddusha de la terre d'Israël. Voilà, ça c'était donc le côté Shoah, duquel il fallait évidemment parler quand on fait un cours d'histoire juive sur cette période-là. On l'a enterré ou? Non, putain, on a brûlé. Top. Vous savez que c'est pour ça que le Yom HaShoah, il ne s'appelle pas en fait Yom HaShoah, il s'appelle Yom HaShoah et Gvura. Parce que dans les années 50, quand ils ont décidé de faire un Yom HaShoah, ils avaient tellement honte de la Shoah qu'ils ont dit on ne va pas seulement parler de la Shoah, on va parler de la Shoah, d'accord, mais Shoah avec Gvura. Et en disant Gvura, de quoi est-ce qu'ils parlaient? D'héroïque de qui? Des combattants du ghetto de Varsovie, de la révolte de Treblinka, des partisans juifs qui sont battus dans les forêts, etc. Et pour eux, on pouvait parler de la Shoah à condition qu'on mette l'accent sur le côté héroïque. Ouais. Et puis finalement, et c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé de faire le Yom HaShoah, le jour anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. Donc, la révolte a commencé à Pessah, puis ça s'est arrêté quand ça s'est arrêté, et c'est à ce moment-là qu'on a fixé le Yom HaShoah. Donc vous voyez, tout ça c'était à l'époque, c'est comme ça que les Israéliens voyaient la Shoah. Puis finalement, grâce au procès d'Eichmann, et après au fur et à mesure que les choses ont été un peu plus, on est un petit peu revenu de tout ça, et puis on a commencé à regarder les choses différemment, on s'est aperçu qu'il y avait des héroïsmes qui ne passaient pas obligatoirement par les armes, et que finalement tout le monde était héroïque, on pouvait parler de la Shoah. Aujourd'hui, par exemple, le Yom HaShoah, c'est plus tout ce que c'était dans les années 50. Le Yom HaShoah, on raconte l'histoire de tel juif, et quand on essaie de personnaliser chaque histoire pour que les gens se rendent compte et s'identifient, etc. Donc, je vais vous laisser, je vais juste raconter encore l'histoire de mon grand-père, si je suis là. Et en plus, c'est le jour, aujourd'hui c'est Saïlouna, donc ce sera un Lévi Nishmato. C'est marrant, c'est drôle comme ça, mais c'est pas prévu. Alors, mon grand-père, Yosef Chakoun, né au Maroc, mais il a quitté le Maroc très jeune avec sa famille parce qu'il n'aimait pas les Marocains. Pas obligatoirement les Juifs, mais les Juifs non plus. Enfin bref, il arrive en Algérie. Okay, donc il s'installe en Algérie. Ma mère, elle est née en Algérie. Ils sont 5 enfants. Un frère et 4 sœurs. Okay, et puis en 1930 quelque chose, il y a un antisémitisme qui éclate tout d'un coup en Algérie, très violent. Très violent. Hitler a déjà pris le pouvoir en Allemagne, et ça déclenche l'antisémitisme partout dans le monde. Et vous savez que les Français d'Algérie étaient antisémites, étaient très antisémites. Quand on a parlé de l'affaire Dreyfus, je vous ai parlé, je crois que je vous ai raconté qu'il y avait des pogroms en Algérie. Mais pourquoi ils étaient antisémites? Parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que les Juifs algériens, qui étaient installés en Algérie depuis bien avant que les Français n'arrivent en Algérie, enfin, les Juifs algériens étaient là-bas depuis très longtemps, des fois même avant les Arabes, avant les musulmans, ils ne supportaient pas que par le décret Crémieux, tout d'un coup, tous ces Juifs-là, qui ne parlaient pas aussi bien français qu'eux, et ils deviennent français par décret.
Et alors, eux, les vrais Français, ils les voyaient avec beaucoup de jalousie, etc. Donc il y avait des Français qui s'entendaient bien, mais il y avait beaucoup de Français qui étaient antisémites en Algérie. Et quand mon grand-père a vu ça, il a dit ah, l'Algérie, c'est plus un pays pour nous, il y a trop d'antisémites, on va partir en France, à Paris. C'était une bête idée, c'était pas une bonne idée. Enfin, il ne pouvait pas savoir. Donc il arrive, quelques années avant la guerre, il arrive donc à Paris. Mon grand-père, c'est dommage, je n'ai pas pris une photo, une grande barbe, j'ai toujours connu avec une morale, il avait déjà la barbe pendant la guerre, grande barbe, juif très pratiquant, quoique algérien, parce qu'il y a beaucoup de juifs en Algérie qui étaient plus très pratiquants, lui il est très très pratiquant, donc il arrive, et puis la Shoah, enfin l'occupation allemande, et donc grande question, est-ce qu'on reste à Paris, est-ce qu'on s'en va, est-ce que je rase la barbe, est-ce que je la rase pas, est-ce que je me fais recenser, est-ce que je me fais pas recenser. Et alors mon grand-père, il réunit les 5 enfants, ils habitaient rue de Rivoli, c'est-à-dire vraiment au centre du centre de Paris, donc juste en face de l'hôtel de ville, et il réunit les 5 enfants et il leur dit, écoutez-moi bien, la grande elle avait une vingtaine d'années, la petite devait avoir 8 ans, 9 ans, et il y avait tous les âges de faire ça, et puis il leur dit, écoutez, d'après moi, il faisait un petit peu de Kabbalah, vous voyez mon grand-père, c'est un peu... Alors il dit, d'après ce que je comprends, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que la Midat Adin, écoutez bien, la Midat Adin, elle règne dans le monde. Si la Midat Adin, elle règne dans le monde, alors nous, en tout cas la famille Hakoun, je ne dirais pas pour les autres juifs, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, la famille Hakoun, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se conduire d'après le din. On ne fait aucune concession. Non seulement on pratiquera les mitzvot comme on le pratiquait avant, mais davantage encore. D'abord, tous les Rosh Chodesh, tous les veilles de Rosh Chodesh, on va décréter un jour de jeûne à cause de la Midat Adin pour se faire pardonner de toutes les fautes qu'on aurait pu faire pendant le mois. Donc tout le monde jeûne. Le petit, le grand, tout le monde jeûne. Et ensuite, on ne se rase pas la barbe et on fait exactement ce qu'il faut faire. Je pense, comme ça est dit, je pense que de toute façon, si je n'ai pas le droit de vivre, si je n'ai pas suffisamment de mérite, ben, je ne vivrai pas, que j'ai une barbe ou que je n'ai pas de barbe. Et si je me comporte comme il faut que je me comporte, et que Dieu décide que j'ai suffisamment de mérite, eh ben, je vivrai avec barbe ou sans barbe. C'est la raison pour laquelle il a porté l'étoile, il interdisait à sa famille de porter le Shabbat. Je vais vous dire ce que ça veut dire porter le Shabbat. À l'époque, les Juifs, à Paris, pendant l'occupation, il y a un décret qui était sorti, que si n'importe quel policier, il arrête un Juif, il lui demande ses papiers, et qu'il n'a pas les papiers, même si les papiers, il dit qu'il les a en prison, il est en état d'infraction, et on peut le déporter tout de suite. Ils avaient besoin à l'époque des rafles, en 42, à partir des rafles, ils avaient besoin d'un contingent de Juifs, et ils n'avaient pas toujours ce que les Allemands demandaient, donc ils prenaient toutes sortes d'excuses pour l'avoir. Et c'était une excuse. Mon grand-père interdisait à la famille de porter Shabbat. Alors ma grand-mère, qui avait très peur, elle lui disait, mais enfin, Yosef, c'est porté, il n'y a pas de héros, d'accord, mais c'est Midera Banane. Alors, et là, c'est un picoah nefesh, c'est pas ça que tu nous as appris tout le temps. Alors peut-être tu peux quand même, on ne porte pas le Shabbat. Mais les enfants, ils veulent aller au Beth Knesset. Ils veulent aller au Beth Knesset, mais on ne porte pas. Beth Knesset, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, tous les Beth Knesset étaient fermés. Il n'y en avait qu'un qui était ouvert, c'est la synagogue de la rue Popincourt, qui n'existe plus aujourd'hui cette synagogue. Mais pourquoi elle était ouverte la seule? Parce qu'elle appartenait aux Juifs turcs. Alors les Juifs turcs, la Turquie était alliée des Allemands. Et les Turcs avaient dit aux Allemands, vous ne touchez pas à nos Juifs. Et donc les Juifs turcs étaient les seuls qui pouvaient continuer à prier. Mon grand-père, c'est dingue, hein? Mon grand-père, il n'a pas raté un seul office pendant les 5 années d'occupation. Il habitait à 3 quarts d'heure de la rue Popincourt. Et il allait tous les matins à la rue Popincourt pour pouvoir prier avec Minyan. Comme ça qu'il décidait. Midat Adin, il a dit, Midat Adin. Et le Shabbat c'est toute la famille. Imaginez toute la famille. Le père, les toits, les filles, machin, ils vont tous au Beth Knesset. Et ma grand-mère était morte de trouille. Alors un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats, elle a accepté qu'il sorte sans les papiers. Le 4e Shabbat, ou le 5e, je ne sais plus, elle fait un truc sans que mon grand-père le voie. Elle prend les papiers, tous les papiers, elle met dans une petite pochette, elle prend sur elle, elle dit si jamais on se fait arrêter, je donnerai le papier, et de toute façon, mon mari ne saura rien. Ils vont à la synagogue, et contrairement à ce que vous croyez, ils reviennent à la synagogue, il ne se passe rien. Tout va bien. Le problème, c'est quand? Le problème, c'est le lendemain.
Parce que ma grand-mère, le lendemain, elle sort à 11h du matin, parce que c'était les seules heures, de 11h à midi, on pouvait acheter, quand on était juif, on pouvait acheter quelque chose. Alors elle sort à 11h du matin pour faire ses courses avec ses tickets de rationnement. Et elle est tellement pressée, parce qu'elle sait que c'est entre 11h et midi, qu'elle prend son manteau, elle ne prend pas le manteau de Shabbat, bien sûr, elle prend le manteau de Chol, et donc la petite pochette, elle est restée dans le manteau de Shabbat. Et quand elle descend en bas, elle se fait arrêter. Vos papiers, ah mais mes papiers, les voilà, ah ben c'est dans mon manteau. Ben, votre manteau, vous l'avez sur vous. Non, non, j'ai un autre manteau. Là, j'habite ici. Là, et, désolé, ma petite dame, vous n'avez pas de papier, venez avec nous. À ce moment-là, il y a ma tante qui voit ça par la fenêtre, elle descend en courant, c'est la plus âgée, et elle ne laisse pas ma grand-mère toute seule, donc elle part avec sa mère, et ils arrivent. Alors, c'est pas la commandanture allemande, mais c'était ils appelaient ça le commissariat aux affaires juives. Donc, les gens qui étaient censés amener régulièrement le contingent de juifs pour partir à Drancy, puis après de Drancy pour partir dans les camps. Et alors, ils attendent avec les autres juifs qui sont pris ce jour-là, et on attend qu'il y ait suffisamment de juifs pour faire un bus. Heureusement, à la fin de la journée, il n'y a pas assez de juifs pour faire un bus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces juifs-là? Il y en a une trentaine. Alors, il leur dit, donc, à ma grand-mère et à ma tante aussi, il leur dit, bon, ben, vous allez rentrer chez vous, d'accord, mais attention, pendant 2 semaines, tous les jours, vous allez venir ici, et vous allez signer un truc de présence, tous les jours. Comme ça, on est sûr que vous ne partez pas. Bon, alors elle rentre à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été arrêtés. Pourquoi? Et elle raconte l'histoire. Et mon grand-père te dit. Il a dit. Et furieux, tout le monde va jeûner tous les jours, on mange que le soir, dans toute la semaine. Jeudi, il y a ma tante qui dit à mon grand-père, elle lui dit, écoute, regarde, il m'a dit le type qu'on doit signer tous les jours. Et alors, eh ben bon, on est jeudi quoi. Et alors, demain c'est vendredi. Et alors, demain c'est Shabbat. Et alors, il m'a dit que si je ne signe pas tous les jours, on est arrêté, ils viennent nous chercher chez nous. Il y a notre nom, il y a notre adresse, on est en état d'infraction, ils attendent que ça, ils viennent nous chercher, puis c'est foutu, ils prennent toute la famille à ce moment-là. Alors, est-ce que je peux aller là-bas pour signer Shabbat? Elle dit ça très doucement, pour ne pas provoquer la colère du grand-père. Et mon grand-père, Rabbi Yosef, que c'est l'Aïloula aujourd'hui, mon grand-père, il lui dit si à cause d'un Chiloul Shabbat que tu t'es fait arrêter, et tu crois que c'est un deuxième Chiloul Shabbat qui va te sauver. Alors elle lui dit, mais j'en sais rien, mais tu comprends, qu'est-ce que je lui dis alors? Il dit, demain c'est jeudi. Ouais, et bien tu vas lui dire que Shabbat tu ne pourras pas venir, parce que tu es juive. Et d'ailleurs, ils le savent bien que tu es juive, parce que c'est pour ça que tu es arrêté. Elle dit, oui, mais je ne vais pas lui dire, tu vas lui dire ça. Alors elle va le jeudi, et alors il faut, quand ma mère me raconte ça, une grande salle énorme avec des petits compartiments comme ça, et des gens du service des affaires juives qui sont là, et une salle d'attente où on met là-bas tous les juifs qui sont arrêtés pour partir. Et donc elle vient devant un bonhomme, et entre les deux, il y a un type qui est assis là, il y a un type qui est assis là-bas, et entre les deux il y a une sorte de mechitza comme ça, des petits bureaux, des petits guichets comme à la banque. Alors elle arrive, et elle signe, et elle lui dit je voulais vous dire quelque chose. Oui, voilà, c'est mon père qui m'a dit de vous dire. Oui, ma petite demoiselle. Alors voilà, bon, demain je viens, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais après-demain, je ne pourrais pas venir. Pardon? Parce que, comprenez, c'est samedi. Et le samedi, chez nous, on ne peut pas venir signer. D'abord, je ne peux pas prendre le métro, c'est interdit. Et puis, je ne peux pas non plus venir signer parce que c'est interdit d'écrire. Alors, le type, il entend, et il est en train de lui dire que vous ne viendrez pas signer après-demain. Et c'est ça. Alors, il se lève, il commence à raconter la blague à tout le monde. Vous savez ce qu'elle dit, la petite demoiselle? Elle dit qu'elle ne viendra pas signer parce que c'est interdit par leur religion. Tout le monde rigole. Vous viendrez, madame, vous viendrez signer. Si ce n'est pas vous qui venez, c'est nous qui viendrons vous chercher. Vous entendez? J'entends. Elle rentre à la maison, elle dit à son grand-père, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ben, tu as fait ce que je t'ai dit? Ben oui, je lui ai dit. Et alors, j'ai pas l'impression que tu l'as convaincu. Alors le lendemain, vendredi, elle arrive, et par hasard, parce qu'il changeait de type en fait régulièrement, par hasard c'est le même.
Donc elle s'assoit devant le truc, et elle est là, elle dit rien, il dit bon, bah, signez, ici. Et alors il la regarde, il fait, et alors demain, je vous vois demain à la même heure. Et je vous ai dit que je ne peux pas venir demain. Quand il a entendu cette détermination de cette fille, sans rien dire, et pour pas que les gens le voient, il prend le doigt de ma tante, il baisse le doigt sur la ligne d'en bas, la ligne du samedi, il lui fait un petit signe pour lui dire de signer. Et elle signe sur le samedi. Elle revient à la maison vendredi, donc. Et elle dit à son père, je n'ai pas besoin de venir demain. Tu sais pourquoi? Le type, je ne sais pas ce qu'il a pris, il m'a fait signer le truc. Je dis, bah, c'est normal, je t'avais dit. Alors, elle retourne évidemment, parce que c'était 2 semaines, donc elle retourne pour la semaine suivante. Et par miracle, ils ont changé de type tous les jours d'un autre, et par miracle, le vendredi, elle tombe sur le même. Et le type lui dit, c'est jusqu'à dimanche. Ouais. Et hop, elle signe une deuxième fois. Deuxième. Mais il n'est pas votre grand-mère aussi? Non, finalement, ils ont accepté que la tante y aille pour les. Ils ont demandé que la vieille. Donc c'est la tante qui est allée. Alors ça, c'est le petit miracle. Et puis un deuxième petit miracle, après je vous laisse. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Lui, il avait ses idées, et puis voilà. Il y avait un type, un cousin à nous, qui avait aussi une barbe. Et puis il a rasé la barbe, et puis il a dit à mon grand-père, il lui a dit Youssef, tu fais n'importe quoi, tu mets ta famille en danger, il faut que tu te rases, et puis arrête avec cette étoile, moi je ne prends pas l'étoile. Il lui a dit avec étoile, sans étoile, si dans ma famille m'attraperont, et sinon je serai transparent. Et moi je me suis rasé, mais toi tu fais ce que tu veux, chacun il fait ce qu'il veut, mais moi je ne me rase pas. Un quart d'heure après, le type il parle, ils sont dans la rue en train de se parler, un quart d'heure après le type s'est arrêté, le cousin en question. Et c'est ma tante, une autre, qui est obligée d'essayer de... Il était marocain. Alors elle va au consulat du Maroc et elle dit, vous les Marocains, vous avez toujours dit que vous protégez vos juifs, et le roi, tout ça, voilà, il y a un juif là, il est rabbin en plus, il vient de se faire arrêter. Il dit, il est où? Ben, je ne sais pas où il est. Ici, il est encore à Paris, on peut le sortir, mais s'il est parti à Nancy, c'est plus possible. Alors elle dit, je me renseigne. Elle revient, elle dit, il est parti à Nancy. Elle on ne peut plus rien faire. Elle s'énerve, sauf qu'ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti de Nancy. Les Marocains ont sorti le type de Nancy. Il est revenu. Malheureusement, sa femme, il était une semaine à Nancy, sa femme a perdu le coup, elle est morte d'une crise cardiaque. Non, mais c'est pas ça que je veux raconter, c'est que je vous ai dit qu'il allait tous les matins à la Tfila, rue Popincourt. Tous les matins. Et il ne voulait pas rater un solo. Et un jour, donc il se lève à 6h du matin, faire 3 quarts d'heure de marche pour arriver. Et alors, il est en train de marcher tranquillement, et là, tout d'un coup, il voit une rafle. Donc la rafle, c'était comme ça, il y avait les Allemands qui étaient autour du quartier, qui étaient bouclés, et c'est les Français, les flics français qui faisaient le sale boulot, comme vous savez. Et alors, le bon grand-père qui marche avec son truc, son étoile, etc. Et il y a un flic français qui vient et qui lui dit tu vas où, la pépé? Alors il dit mais moi, je vais à la synagogue. Je dis comment ça, tu vas à la synagogue? Bah oui, je vais à la synagogue. D'abord, premièrement, tu n'as pas le droit de sortir avant 6h du matin. Tu n'as pas le droit de coucher dehors. Je ne vais pas coucher dehors, moi j'habite là. Il dit, tu peux pas habiter là, il est 6h15. Il dit, alors moi je vais aller à 6h et j'habite là. Je dis, non, puis de toute façon, ton étoile est mal cousue. Bref, il est en train de chercher des histoires pour pouvoir l'arrêter. Il y a son collègue qui le voit en train de chercher des histoires, il va vers lui, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit qu'il habite là, laisse-le tranquille. L'Allemand qui est là-bas, il voit que ça commence à bouger là-bas, il commence à se rapprocher. Alors le type, le deuxième qui était venu pour lui dire, laisse-le tranquille, il dit, vous allez où? Il dit, moi je vais à la rue Popincourt. Mais par où vous allez à la rue Popincourt? C'est loin. Il dit, ouais, moi c'est par là. Il dit, non, par là, vous ne pouvez pas aller là. Vous pouvez attendre, il y a des rafles. Il dit, alors, par où je dois aller? Parce que je suis en train de rater mon minyan. Alors il lui dit, bon, alors je vais vous dire où elle est. Avant que l'Allemand arrive, l'Allemand est en train d'arriver pour voir ce qu'il est en train de se passer. Et le type, le flic français, qui était là pour arrêter le juif, il est là en train d'expliquer à mon grand-père par où il faut aller pour éviter les rafles, pour pouvoir arriver à sa synagogue. Et c'est ce qui est arrivé. Il est arrivé à la synagogue comme tous les jours. Il n'a pas arrêté un seul office en tout cas. C'était un bonhomme un petit peu spécial, mon grand-père. Moi, je l'ai connu, il jeûnait tous les jours. Il mangeait que le soir. Puis il disait, sauf le Shabbat, les jours de fête. Il mangeait que le soir parce qu'il disait, celui qui a vu ce que j'ai vu, il ne peut pas continuer comme si de rien n'était, il faut... Et un jour, quand ma grand-mère est décédée, alors il habitait chez nous, et je l'ai entendu, bon, j'étais un petit garçon curieux, j'ai mis un petit peu l'oreille à la porte, tout à coup j'entends parler tout seul. Bon, alors je mets à l'oreille pour voir ce qu'il est en train de dire. Et il parlait donc, il parlait de la Kadosh Baruch Hu, il disait, on avait décidé que c'était moi qui partais le premier.
On avait décidé que c'était moi qui partais le premier. Ben, c'est comme ça que je ne montrais plus au Sefer Torah. Voilà. Alors depuis ce jour-là, il ne voulait plus montrer au Sefer Torah pour montrer qu'il était en colère contre Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas respecté le contrat. Ça, quel contrat, à quel moment. C'était quelqu'un qui avait une proximité comme ça avec. Je suis très content que vous ayez eu l'occasion de parler de moi. C'est juste le moment où il fallait. Top. Okay.